Bonjour à tous. Est-ce que les clients rêvent de vendeurs électriques? C'est la question qu'on va se poser pendant cette demi-heure. Ah, je peux enlever mon masque. Alors, la crise du Covid-19 a bouleversé la relation entre les entreprises et les clients. Ce qui était impensable hier devient aujourd'hui un nouveau raisonnable. Plus que jamais, le digital s'est avéré indispensable pour les entreprises, pour maintenir cette relation humaine et personnalisée avec les utilisateurs, avec les clients. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas et Mathilde, qui vont vous amener à la découverte des meilleures innovations digitales des 3 derniers mois et qui vont vous décrypter les stratégies digitales, les stratégies gagnantes des entreprises qui ont su bien réagir à cette crise et réinventer la relation avec les utilisateurs et les clients. Donc, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté d'intervenir. Donc, Mathilde Maître, qui est donc designer et associée chez Faber Novel, donc qui est un cabinet de stratégie et d'innovation. Nicolas Cabane également, senior stratégiste, qui conçoit des stratégies d'innovation aussi dans le cabinet de conseil Faber Novel. Donc vous qui êtes en live, surtout, n'hésitez pas à poser des questions en live sur le chat. Voilà, n'hésitez pas, on aura un temps pour répondre à vos questions. Donc je vais tout de suite laisser la parole à nos 2 intervenants, à Mathilde et Nicolas. Merci. Merci Noé, merci de nous accueillir. Pour introduire ce sujet, on voulait commencer par une vidéo qui va parler de cette relation client, de l'automatisation et de ce qu'on veut vraiment. Parce que si cette crise et la situation qu'on a vécue nous a fait nous poser pas mal de questions à nous qui concevons des produits, services digitaux, c'est par ailleurs des questions qu'on se posait déjà, cette histoire de relation client. Donc regardons la vidéo et on en discute. This happens all the time. I'll help take care of it. No, I'll take care of it. What's that? The budget insurance companies are building these cheap knockoff robots to compete with us. How may I assist you, fine gentleman? Looks kind of freaky. Right, look at his face. Look at his nose. His ears. He's got terrible eyes. Well, not... It's so stiff. Probably never had a girlfriend. Okay, guys, regardless of the looks, one thing is certain. These bots don't have the compassion of a real State Farm agent. I have compassion. Chill, we cool. I am so sorry for your automobile. Quand on parle de relations clients, on peut se demander jusqu'où on peut aller dans l'automatisation, qu'est-ce qu'on veut digitaliser et où s'arrête la limite, à quel moment on est encore dans l'empathie vis-à-vis de nos clients, à quel moment c'est de trop et ça en devient drôle, enfin vaut mieux en rire, je pense, quand on voit cette vidéo. Donc il y en a qui l'ont très bien fait, si on parle de l'assurance, un Lemonade qui a su automatiser la partie de formulaire, d'inscription, et qui est une partie qui pour nous, clients, est longue, laborieuse et qu'on a plutôt envie de zapper. Donc ils ont su digitaliser la bonne partie. Mais on se rend compte qu'il y a des parties sur lesquelles il ne faut peut-être pas aller jusqu'à cette notion de robot. Si tu veux la suivante. Un autre exemple... là, on est dans l'accompagnement de personnes âgées. L'adorable petit phoque qui est à droite, c'est un robot qui est muni de nombreux capteurs et qui va réagir aux différents gestes qu'on a sur lui. Si on le touche, si on le frappe, il va réagir différemment. Il est adorable, mais il n'est pas seulement adorable. Les États-Unis l'ont classé comme dispositif médical, en disant que c'était un vrai accompagnement dans la maladie de personnes âgées.
on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour ma grand-mère qui est dans une maison médicalisée? Est-ce que c'est ce type de relation de contact humain que je veux pour elle, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui sont plus bienveillantes et peut-être sur lesquelles on a envie de miser sur l'avenir? C'est le cas de la solution à gauche, Papa, qui elle propose plutôt de mettre en relation des gens, des vrais humains, pour accompagner les personnes âgées. Voilà, c'est bien ça la question, et on voulait rapidement éluder la réponse à notre question de base. Est-ce qu'on veut des vendeurs robots complètement automatisés? Je pense que la réponse est non. Après, la frontière peut être ténue. On peut avoir cette envie d'aller encore plus loin dans l'automatisation, notamment avec les technologies qui se développent, les IA toujours plus puissantes, toujours plus émotionnelles, ces robots qui sont de vrais humains. On peut se laisser prendre en jeu. Effectivement, Mathilde, merci pour cette introduction qui permettait de répondre un petit peu dès le début à notre thématique. On va revenir un petit peu en arrière. Il y a un sujet dont on aimerait parler, c'est effectivement la crise du Covid et la manière dont elle a eu un impact sur la relation entre les marques, les entreprises et leurs utilisateurs. Donc ça a été un accélérateur de tendance. Donc il y a eu à peu près le monde entier qui s'est fait confiner en même temps. Il y a eu un changement massif des usages du jour au lendemain. Donc notre appartement, c'est devenu notre bureau, c'est devenu notre salle de sport, c'est devenu aussi notre restaurant. Enfin, il y a eu une concentration de tous les moments de notre journée qui s'est concentrée chez nous. Et ça a résulté en une accélération soudaine de l'adoption de certaines tendances. Donc ces tendances, c'était des tendances qui étaient pour la plupart déjà existantes, mais qui ont été complètement catapulté par le Covid, et donc ça concerne les médias et le divertissement. Donc on a passé énormément de temps en ligne, en jeux vidéo, streaming, pour lire la presse en ligne, etc. Et également pour le télétravail. Il y a plein de gens qui sont retrouvés à télétravailler à 100% de chez eux alors que c'était 0% avant. La consommation et les achats, on était bloqués chez nous, donc évidemment le e-commerce et le e-retail en a bénéficié beaucoup. On a ce chiffre par exemple de Doctolib qui disent que le Covid a été un accélérateur de près de 3 ans sur leur stratégie de déploiement auprès des médecins et des pharmaciens, pour montrer à quel point ces usages-là en fait étaient présents, augmentés lentement, mais ont été complètement accélérés. Et en général, l'utilisation du smartphone, évidemment, qui a complètement augmenté. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu avec un dilemme de l'innovateur au niveau d'une civilisation où il y a 2 scénarios. Une fois qu'il y a toute cette augmentation d'usage qui est derrière nous, on peut se poser un peu les questions aussi de comment on redémarre. Est-ce qu'on redémarre à l'identique ou est-ce qu'on va redémarrer dans un avenir un petit peu plus raisonnable? Et c'est cette question-là qui se pose aussi aux entreprises et de comment ils vont faire redémarrer la machine. Et nous, il y a une conviction qu'on partage avec Mathilde, c'est de se dire que les entreprises gagnantes au cours de cette turbulence, c'était celles qui étaient antifragiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise hyper adaptable ou antifragile? On va revenir un petit peu sur cette thématique de manière théorique assez rapidement, et après Mathilde va vous présenter tout un tas d'exemples de quick wins ou alors de bonnes stratégies qui ont été mises en place par ces entreprises-là au cours des derniers mois. Donc tout d'abord, la théorie, donc ça c'est une unité de valeur pour votre entreprise. Donc c'est un petit carré qui ramène de l'argent. Chaque unité, on va considérer qu'elle a tendance à croître avec le temps. Donc chaque entreprise a envie de faire de croître, d'avoir plus de bénéfices. Et donc ce carré, il va grossir avec le temps. Chaque carré, chaque unité de création de valeur, elle est composée de plusieurs sous-unités. Ces sous-unités, elles peuvent être de plusieurs types. Donc il y a en fonction des différents blocs de l'entreprise. Donc ça peut être l'innovation, le leadership, le manufacturing, la finance, vos ventes, vos budgets, etc. Donc on va dire que chaque entreprise est composée de toutes ces briques, notamment aussi les différences propres à votre entreprise, et qui constituent un petit peu votre proposition de valeur, vos unités de valeur, et qui constituent votre croissance.
Donc généralement les entreprises elles prévoient que les revenus vont ressembler à peu près à ça. Donc une augmentation assez linéaire suivant les années avec chaque bloc qui va grandir un petit peu d'une année à l'autre et donc selon une augmentation sympathique linéaire. Mais en fait les aléas de l'économie font que la courbe elle ressemble plutôt à ça. Malheureusement, les blocs ne peuvent pas se distordre aussi rapidement que la conjoncture. Et on l'a vu avec le Covid, il y a tout un tas d'entreprises qui se sont retrouvées du jour au lendemain avec une vente à zéro parce qu'ils n'avaient pas de vente en ligne. Par exemple, certaines grandes maisons de luxe qui n'avaient pas de canaux de distribution en ligne sont passées de 100% à zéro du jour au lendemain. Et ça, c'est à quoi devrait ressembler votre entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui est réactive, scalable, véloce et efficace. Donc, c'est-à-dire on garde les mêmes blocs, mais avec beaucoup plus d'adaptabilité, de modularité dans la manière dont on va les activer ou non pour matcher avec l'offre et la demande. Et donc, ça veut dire être capable de passer en temps réel chaque unité de valeur en on ou off. Et sans que ça soit un événement, sans que ça soit un problème énorme pour l'entreprise et idéalement de manière automatique. On peut prendre l'exemple du télétravail. Par exemple, les entreprises qui avaient déjà l'habitude de passer 2-3 jours en télétravail, c'était beaucoup plus simple du jour au lendemain de passer à 100% versus une entreprise qui n'avait jamais permis le télétravail et qui du jour au lendemain s'est retrouvée complètement désorganisée parce qu'il fallait garder la même efficacité, garder les mêmes rituels, la même force d'entreprise à distance et sans les outils, sans avoir formé les gens. Et ça nécessite aussi un couplage très fort et un alignement très fort entre chaque unité de valeur pour une meilleure synchronisation. Que chaque unité de valeur soit alignée sur la stratégie globale de l'entreprise, sur là où on veut aller et sur les éléments qui sont importants pour le business. Et donc, ça veut dire aussi se rendre scalable rapidement. Si par exemple, du jour au lendemain, on considère que le canal e-commerce, il doit passer de 5% à 80% parce que c'est le confinement, il faut être capable que la partie e-commerce soit capable de grossir très rapidement, d'absorber un petit peu ce surplus de clients qu'il va avoir. Et aussi se rendre résilient aux imprévus. Si du jour au lendemain on se dit cette unité de valeur on n'en a plus besoin temporairement ou définitivement, qu'on soit capable de la fermer, de la réouvrir et que ça ne soit pas problématique pour que l'entreprise fonctionne. Donc ça c'est un petit peu ce modèle d'une entreprise antifragile à quoi en théorie elle doit ressembler. Et ça tombe bien, donc il y a une bonne nouvelle, c'est que maintenant on a des outils qui sont ultra puissants qui permettent cette disponibilité, cette adaptabilité, notamment le smartphone. Maintenant nos téléphones, c'est 1 million la puissance de calcul de la NASA en 1669. C'est un condensé de technologie qu'on a dans notre poche avec les meilleures caméras, une console de jeu, ça peut être de l'identification, du GPS, du podcast, de l'accéléromètre, c'est énormément de choses. Et ça tombe bien parce que c'est dans votre poche, mais c'est dans la poche de vos clients. Donc vous êtes vous-même un des premiers utilisateurs de cet outil. Et l'avantage, c'est que c'est peu coûteux à prendre en main. Et pour toute la relation qu'une entreprise peut avoir avec ses clients, que ce soit pour construire sa visibilité en ligne, améliorer ses opérations, par exemple la partie du SAV, la partie du parcours client, du paiement, de la livraison, etc. Ça peut permettre aussi d'automatiser et de prototyper assez rapidement si on veut lancer des nouvelles idées, de diversifier ses canaux de revente, de distribution pour lancer une activité ou même animer une communauté. Par exemple, il y a des entreprises entières qui mettent tout leur SAV sur Instagram ou des entreprises qui vendent entièrement sur Instagram, de la préparation de la commande au SAV à la gestion du compte client. Et au final, toute cette période du Covid, ça a eu un impact sur un certain nombre d'industries. Donc on a par exemple le marché du voyage international qu'on peut complètement changer. Est-ce qu'on va repartir sur du low cost à haute fréquence? C'est moins dit. La cuisine à la maison qui a aussi fortement augmenté. Il y a des nouveaux modèles d'approvisionnement qui se mettent en place autour du circuit. Donc toutes ces tendances qui existaient déjà mais qui ont été extrêmement renforcées, il y a une opportunité de les saisir pour lancer des nouveaux services et créer une nouvelle relation avec vos utilisateurs. Donc ces nouvelles habitudes, c'est aussi des nouvelles injonctions pour les entreprises.
et notamment être présent là où nos cibles se trouvent. Si demain en ligne il y a beaucoup plus de monde, s'il y a moins de monde en boutique, s'il y a moins de monde qui passe dans mes canaux traditionnels, comment je m'adapte, comment je déploie d'autres initiatives sur les canaux où sont présents mes clients. Le deuxième point, c'est adopter un nouveau modèle d'opération pour éviter les regroupements, éviter qu'il y ait des boutiques blindées, qu'il y ait énormément de gens, donc qui peuvent être des éléments de tension d'un point de vue sanitaire. Donc il faut faciliter par exemple la prise de rendez-vous à distance, la disponibilité, le click and collect, tous ces éléments qui vont faire que je vais pouvoir avoir une relation qui soit déstressée d'un point de vue sanitaire entre l'entreprise et mon client. Limiter les effets de saisonnalité, donc éviter le 0 à 100 que certaines entreprises ont pu connaître et qui est extrêmement désagréable, et se dire comment je vais pouvoir mettre en place des outils qui vont me permettre d'absorber un petit peu mieux les chocs à l'avenir. Et aussi d'être plus efficace dans mes opérations pour saisir un petit peu quand la vague reprend, être capable de la prendre au bon moment. Donc ça, c'était un petit peu la partie théorique de ces entreprises-là qui sont hyper adaptables, antifragiles. Et maintenant, je vais laisser Mathilde vous présenter plus en détail des exemples concrets d'entreprises qui, sur les derniers mois, ont su saisir la balle au bon moment. Merci. Et effectivement, en période de crise, les grands gagnants, c'est ceux qui ont été les plus réactifs, qui ont su s'adapter et sortir rapidement de nouvelles solutions. Des solutions qui étaient peut-être un peu bricolées, qui sont pas forcément vouées à durer, mais qui, en tout cas, ont permis d'accélérer des développements et de répondre à des besoins qui étaient immédiats. L'exemple qu'on affiche ici, c'est Decathlon, dont on a pu retrouver quelques produits dans le Franprix, hyper pratique. Je descends faire mes courses, je peux acheter un tapis de yoga pour suivre mon cours que ma prof a eu la bonne idée de rendre disponible sur Zoom. Voilà, des situations que vous avez peut-être tous vécues ces derniers mois. Et donc Decathlon Franprix donne l'impression de ne pas poser trop de questions sur ce partenariat. Ils l'ont testé, ça répondait aux besoins de rapidement pouvoir s'équiper et continuer son entraînement sportif. Et ça a été fait très simplement. Adaptation, réactivité, qui peuvent conduire jusqu'à une réinvention de son modèle. C'est le cas de Rungis, cette plateforme de gros qui qui continue de livrer les restaurateurs en produits frais, s'est retrouvée à l'arrêt avec des palettes de produits sur le dos qui allaient pourrir et ne servir à rien, et a eu la bonne idée de s'associer à Califray, qui avait une solution B2B, une plateforme de vente de produits à destination des restaurateurs, et qui l'a ouvert au grand public. Du coup, en quelques semaines, je crois que la plateforme a été lancée le 30 mars, ils ont permis aux Parisiens et habitants de la Petite Couronne de constituer un panier et de se faire livrer. Donc là, pour Rungis, qui était uniquement une offre B2B, c'est un changement de modèle. Ça a bien marché, donc ils n'ont pas arrêté une fois déconfinés, mais cette plateforme est devenue Fou du Frais, et permet toujours de commander et se faire livrer. Un autre exemple qu'on trouvait intéressant, parce que, au-delà du fait qu'ils ont été très rapides, ils ont capitalisé sur leur actif. C'est le cas de Blablacar, qui, pour l'histoire qu'ils racontent, cette idée a été trouvée dans un hackathon et lancée en 5 jours. Ils ont réuni une partie de leurs employés et ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans cette période où ils étaient à l'arrêt, où leurs services principaux de covoiturage et de bus étaient pratiquement au point mort. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient lancer. Et ils ont eu cette idée de Blabla Help, de permettre de mettre en relation des personnes qui avaient besoin d'aide pour faire des courses, pour se faire livrer X ou Y choses, et des personnes qui avaient du temps à donner et voulaient s'entraider entre voisins, entre personnes vivant dans le même quartier. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils avaient cette communauté. Je crois qu'ils ont 18 millions d'utilisateurs.
qui pouvaient facilement mobiliser, proposer de s'entraider. Et ils ont réutilisé la même application mobile. Ils n'ont pas recréé quelque chose de nouveau. Ils ont utilisé le même système de cartes, de mise en relation d'utilisateurs. Donc, ils ont été malins pour développer ce service qu'ils ont pu lancer rapidement en jouant sur leurs valeurs de communauté, d'entraide et la confiance qu'ils ont déjà entre leurs membres sur leur plateforme Blablacar. Quand on parle d'entraide, on a aussi beaucoup, ont été mis en avant toutes ces personnes fragiles, isolées, qui se sont retrouvées beaucoup plus en difficulté que vous et moi pendant ce confinement, et notamment des personnes isolées qui avaient peut-être des difficultés à faire leurs courses. Il y a une banque qui a très bien réagi, c'est Starling Bank, qui a lancé une carte de débit qu'on peut prêter à quelqu'un qui ira faire nos courses et qui a un plafond limité. Donc ça permet en confiance de permettre l'entraide entre voisins. Ils ont décidé de ne pas arrêter cette offre et de continuer en quelque sorte ils appellent ça la carte connectée, une deuxième carte qu'on pourrait avoir et qu'on peut prêter à un aidant. Donc la crise a permis d'accélérer le développement de cette offre, de montrer qu'elle avait un intérêt et maintenant de la déployer à plus grande échelle. C'est le cas d'une autre offre de banque et d'assurance, c'est celle qui est portée par Cardiff Yard, qui est l'association de BNP Paribas à Cardiff et de la Matmut, qui se sont associés à Zion, qui propose un service d'intelligence artificielle émotionnelle qui a une solution de callbot qui va analyser des appels et les retranscrire sous forme d'email pour digitaliser une partie du service client, en tout cas toutes les demandes qui peuvent être traitées plus rapidement. Cardiff Yard en fait avait anticipé le fait que leurs employés allaient être confinés, allaient être en télétravail, donc ne pourraient plus assurer l'ensemble des appels, et anticiper aussi le fait qu'il y aurait sûrement plus de demandes sur leur service client, des gens qui auraient besoin d'être rassurés. Donc ils ont très rapidement monté ce partenariat, proposé cette solution de callbot qui a permis d'accélérer le traitement des demandes et de traiter, en fait, de dégager du temps de leurs conseillers sur des appels à forte valeur ajoutée, ceux qui nécessitaient un vrai rapport humain, et toutes les demandes qui pouvaient être traitées par un simple envoi d'email pouvaient être réaiguillées au départ pour ne pas surcharger le temps de leurs conseillers. Et un dernier exemple, c'est l'association entre Lydia et Lucas, qui ne date pas de la crise qu'ils ont menée avant. Mais pour vous montrer que des fintechs se posent peut-être moins de questions, sont peut-être plus à l'aise à s'associer, à tester quelque chose et voir ce que ça donne, si c'est un bénéfice pour leurs clients, pour les utilisateurs finaux. Donc Lydia, la solution de paiement entre amis de Cagnotte, qui a développé tout un portefeuille de services en se disant au-delà du paiement, je peux créer un parcours sans couture sur des choses liées au paiement, comme par exemple toutes les actions liées à des assurances. Donc en s'associant avec Lucas, qui est une nouvelle offre, un nouvel assureur, ils permettent la souscription depuis Lydia et en cas de sinistre, le remboursement directement sur son compte Lydia en un message, on est remboursé. Donc au-delà d'un parcours simple, c'est ce qu'offre Lydia là, c'est une cohérence de parcours. C'est éviter de sortir d'une app, d'aller sur un autre service, mais tout se fait dans un parcours qui est le plus sans couture. On était, depuis
quelque temps, les expériences clients se basent sur la simplicité, l'efficacité, la personnalisation. On se rend compte que ça suffit plus, et ce que cette crise a accéléré et mis en lumière, c'est un peu des nouveaux piliers, des nouveaux référents et standards auxquels s'attendent les utilisateurs. C'est pas seulement faire simple, mais c'est être cohérent de bout en bout. Des acteurs assez improbables peuvent s'associer. Si c'est pour servir une action client, moi, utilisateur, je me poserai même pas la question de retrouver mon tapis de yoga Decathlon chez Franprix. Au-delà de la transparence, ce que veulent les clients, c'est une relation qui soit honnête. C'est ne pas surpromettre. C'est le produit n'est pas disponible, on me le dit, je suis capable de le comprendre, mais je veux que la marque me témoigne de la clarté, soit ouverte et honnête avec moi. Et c'est cette relation, enfin c'est un des piliers qui a été accéléré pendant cette crise et dans les services qui ont été lancés. Et enfin, au-delà d'un service qui soit personnalisé, d'une IA qui va tout faire à ma place, voire anticiper les besoins que je pourrais avoir, ce qu'on veut, c'est de l'humain, du vrai humain, qu'à certains moments du parcours, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va vraiment comprendre finement l'état dans lequel je suis et sera capable de réagir en fonction de ça. Merci. Je pense qu'on a fait le tour de notre présentation. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Merci beaucoup, Merci. Mathilde et Nicolas. Est-ce qu'on a éventuellement une question ou deux? Parce que moi, j'en ai sinon. Bonjour. Bonjour. Merci. Une petite question en fait concernant la digitalisation avec la crise actuelle qu'on connaît, la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui étaient déjà digitalisées, donc forcément elles étaient avantagées parce qu'elles ne sont pas parties du même point, mais est-ce que vous pensez qu'elles ont creusé l'écart avec les sociétés qui étaient déjà pas digitalisées et qui justement en fait du coup ont pas mal étaient pas digitalisées et ont un peu galéré à se digitaliser, ou est-ce qu'au contraire tout le monde a fait le pas de la digitalisation et l'écart entre les sociétés digitalisées et celles qui n'étaient pas du tout mais qui s'y sont mis un peu s'est réduit? Moi, je pense que ça dépend principalement aussi du matelas de sécurité qu'avaient les entreprises concernées au moment de cette crise. Il y en avait certaines qui avaient, disons, les moyens d'investir encore plus dans cette digitalisation, de lancer des nouveaux projets. Et nous, on le voit avec nos clients, ceux qui étaient plus à l'aise pour relancer cette dynamique d'innovation, profiter de cette crise pour en sortir par le haut. Eux, ils ont pu investir et aller plus loin. En revanche, certains qui étaient déjà un peu sur la corde en termes et qui n'avaient moins de matelas de sécurité, là, disons qu'il y avait moins d'efforts qui étaient faits sur cette digitalisation, même s'il l'était déjà, et c'était plus, on va essayer de sauver les meubles et d'éviter de trop perdre pendant cette crise. Donc ça dépendait de ce facteur-là qui était très, très important et qui pouvait gréver un élan, un effort, une envie, mais derrière, il y avait la réalité opérationnelle, des emplois en jeu, et donc pour les entreprises qui étaient déjà digitalisées, c'était surtout ça l'élément qui pouvait être bloquant. Et pour les entreprises qui devaient se digitaliser, je pense qu'ils ont pu effectivement rattraper très vite leur retard, mais en termes de plutôt quick wins. Donc c'était avec des choses très vite mises en place. Et donc là, le moment clé, ça va être maintenant, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils vont investir dans des outils un petit peu plus stables à l'avenir, ou alors est-ce qu'ils vont rester sur ce qu'ils avaient bricolé? Et donc là, ça va être un peu dans les mois qui viennent où on va voir si cette avance, ils vont la perdre ou pas, s'ils vont capitaliser dessus ou pas. Et donc ça va être intéressant de le voir dans les mois qui viennent. Donc ça a été en quelque sorte un accélérateur de tendance qui était déjà marqué, et ceux qui étaient déjà dans une bonne dynamique ont pu l'accélérer, tandis que ceux qui n'avaient pas la volonté d'y aller et qui n'étaient pas dans cette dynamique-là ont pu perdre du retard. Donc effectivement, ouais. Merci beaucoup pour ces exemples inspirants. Je ne sais pas si on a le temps pour d'autres questions. Non, je pense pas. Un grand merci à ceux qui nous ont suivis en live. Merci beaucoup Mathilde et Nicolas. Merci beaucoup. Pour cette présentation, cette intervention vraiment concrète, avec des exemples inspirants de collaboration.
et de cette question donc, qui nous concerne tous, comment remettre aussi de l'humain dans cette période de digitalisation accélérée. Merci.